Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section le 2.8 du livre de physique XXI, le tome B, hein, électricité et magnétisme. Donc c'est une section qui s'appelle les condensateurs. Donc voilà. Oui, donc les condensateurs, c'est des petits dispositifs là, qu'on va étudier dans la section 2.8 et on va voir plusieurs formules. Okay, qui sont en lien avec les condensateurs, qu'on peut utiliser dans l'étude des condensateurs. Il y a l'air d'en avoir beaucoup, là, mais paniquez pas, vous allez voir, là, ça se fait là, relativement bien. Et voilà, fait que au début, je peux juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble un condensateur. Fait que c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que vous en avez peut-être jamais vu vraiment des vrais condensateurs, peut-être que vous en avez vu mais vous saviez pas que c'était ça. Juste pour vous dire que des condensateurs, il y en a vraiment là de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Okay? Ça, c'en est quelques exemples de ceux qu'on voit les plus couramment. Donc, il y en a qui sont plus en forme circulaire, il y en a qui sont plus de forme carrée. Nous, les condensateurs qu'on va étudier aujourd'hui, c'est les plus simples, okay? Les plus faciles à comprendre là, puis à modéliser. Ce sont des condensateurs qu'on appelle des condensateurs plans. Donc, c'est formé juste de deux plaques comme ça. La définition qu'on donne dans le livre là, pour le condensateur, dans le glossaire, on dit que c'est un dispositif servant à emmagasiner des charges électriques et c'est formé de deux armatures conductrices séparées par un isolant. Okay? Comme je disais, là, nous, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est des armatures qui sont rectangulaires ou carrées, qui sont plates, okay, qui sont planes, donc ça va être des plaques essentiellement. Ça existe dans la vie des condensateurs qui n'ont pas nécessairement cette forme-là. Il y en a qui sont plus, par exemple, circulaires ou des trucs comme ça. Mais bon, ceux qu'on va étudier, puis ceux qu'on va voir là, de cette session-ci, c'est les plus simples, là, qui sont des espèces de plaques comme ça. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des armatures, donc des plaques là, qui sont conductrices. Okay? Et qui vont être séparés par un isolant. Donc au début, ce qu'on va voir, c'est le cas où il n'y a rien entre les deux, donc il y a juste de l'air ou du vide, si vous préférez. Mais du vide là, ou de l'air, c'est un isolant. Okay. Ça fait que c'est pas un conducteur qui est entre les deux, c'est vraiment un isolant. Puis qu'est-ce que ça fait dans le fond un condensateur? Qu'est-ce que ça fait comme job? C'est que ça sert à emmagasiner une certaine charge électrique, une certaine charge Q. Puis quand on dit qu'un condensateur devient chargé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la même chose que quand on dit qu'une sphère devient chargée, par exemple. Quand on dit que, mettons, une sphère devient chargée, là, comme on a vu dans les sections précédentes, ben, une sphère conductrice chargée positivement, ben, c'est une sphère conductrice là, avec des charges positives qui vont se placer à la surface de notre sphère. Donc là, on dirait qu'on a une sphère chargée qui a une certaine charge Q. Okay? Mais quand on parle des condensateurs, quand on dit qu'un condensateur est chargé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que le condensateur va avoir une charge électrique totale qui est égale à une charge non positive ou négative. Qu'est-ce que ça veut dire un condensateur qui est chargé? C'est un condensateur sur lequel il va avoir une certaine charge qui va être sur une des deux plaques et sur l'autre plaque, il va avoir exactement la même charge mais de signe contraire. Okay. Un peu comme si vous aviez par exemple deux pépiucs, hein? Une pépiuc qui serait chargée positivement et la deuxième pépiuc qui serait chargée négativement avec exactement la même charge. Donc si une des plaques est chargée à plus Q, la deuxième plaque va être chargée à moins Q. Okay. Un condensateur, quand on dit qu'il est chargé, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une plaque qui est à une charge Q et la deuxième plaque est à la charge moins Q. Fait que c'est sûr que la charge totale du condensateur, ça va toujours être égal à 0. Okay, parce qu'il va avoir exactement la même charge des deux côtés de signes opposés. Donc, un condensateur chargé, c'est pas un condensateur qui a une charge totale positive ou une charge totale négative, c'est juste un condensateur qu'une de ses plaques est chargée positivement et l'autre plaque est chargée négativement de la même façon. Okay. Voilà. Puis c'est ça, comme c'est tout ça, de la façon que c'est fait, là, un condensateur, c'est que c'est comme deux pépiucs, hein, comme je vous disais. Puis ce que ça donne, là, théoriquement, c'est que si vous avez deux pépiucs qui ont des charges opposées comme ça, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir du champ électrique qui va être uniquement présent entre vos deux plaques, entre vos deux pépiucs. Et à l'extérieur de ces deux plaques-là, le champ électrique va être égal à 0. Il n'y aura pas de champ électrique là, qui va être à l'intérieur parce que les champs, dès qu'on est à l'extérieur des deux plaques, les deux champs vont s'annuler, ils vont donner 0. Le seul champ électrique qui va rester, c'est le champ qu'il va y avoir entre les deux plaques. Okay. Ça, c'est une caractéristique intéressante des condensateurs parce que, par exemple, quand vous faites un circuit électrique avec des condensateurs à l'intérieur, ben, le fait que le champ électrique est juste présent
à l'intérieur du condensateur, si vous voulez, puis qui n'est pas présent là, à l'extérieur, ben, ce que ça fait, c'est que ça ne va pas venir perturber les autres éléments là, que vous allez mettre dans votre circuit électrique. Donc, c'est toujours c'est une caractéristique qui est intéressante comme ça des condensateurs, c'est que ça va pas venir perturber ou interférer les autres composantes qui vont se trouver à proximité sur un circuit électrique, par exemple. OK. Fait que comment ça fonctionne tout ça? Ben, un condensateur, quand on dit qu'il est chargé, ce qu'on a dit, c'est que justement, là, une des plaques allait se charger positivement et que l'autre plaque allait se charger négativement. Mais comment on fait pour charger un condensateur? Un condensateur, ça se charge pas comme ça, tout seul, sans raison, là. Pour charger un condensateur, il faut d'abord le brancher sur une pile. Une pile là, qui a une certaine différence de potentiel ou une certaine électromotance, comme on avait vu là, par exemple dans le chapitre 3. Fait qu'une pile, ça donne une certaine électromotance, un certain nombre de volts. Okay? Et quand on branche une pile dans un circuit, qu'est-ce que ça fait? Mais la pile, là, on avait dit que c'était une espèce de pompe à électrons. Ça essaie de pousser les électrons là, pour les mettre en mouvement. Et si vous avez un circuit là, qui est fermé avec des résisteurs, tout ça, ben, il y a du courant qui va pouvoir circuler. Si votre circuit est ouvert, le courant ne pourra pas circuler. Mais même si le courant n'arrive pas à circuler, la pile, là, quand vous allez la brancher, va quand même essayer de faire elle va quand même pousser sur les charges, si vous voulez, pour essayer de les faire déplacer. Donc, même si vous branchez une pile comme ça à un condensateur, ben, on s'entend qu'il n'y a pas de chemin de courant. Donc ça, c'est pas un circuit avec du courant qui va pouvoir circuler. On appelle ça un circuit ouvert. Okay? Le circuit n'est pas fermé. Il n'y a pas un parcours fermé là, qui permettrait à un courant électrique de se déplacer. Fait qu'il n'y aura pas de courant. Là, ça va être 0 ampère. Okay? Sauf que quand même, là, quand vous allez brancher la pile, ce qui va arriver, c'est que la pile elle va quand même essayer de produire du courant conventionnel vers le haut. Fait qu'elle va un petit peu essayer de pousser des charges vers le haut. Et juste en effectuant cette espèce de pompe-là, en essayant de pousser les charges positives vers le haut, ce que ça va faire, ben, c'est que ça va faire en sorte qu'il y a des charges positives qui vont s'accumuler sur la plaque là, qui est branchée à la borne positive de votre pile. Et il va donc avoir des charges négatives qui vont s'accumuler de l'autre côté. Okay. Donc en fait, la pile, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste fait une espèce de déplacement de charge. Au début, là, il n'y avait aucune charge nulle part. Puis là, la pile, ce qu'elle a fait, c'est comme si, d'une certaine façon, elle aurait arraché des charges positives ici, puis elle les aurait poussées par en haut, dans l'espoir de faire un courant électrique. Finalement, il n'y a pas de courant qui s'est établi, parce que ça, c'est un circuit qui est ouvert, mais la pile a quand même réussi à faire une espèce de séparation de charge. Okay. Là, je viens de parler en termes de charge positive. Là. Je parle comme en termes de courant conventionnel. Je sais que pour vrai, c'est pas ça. On le sait dans la vérité, là, c'est plus des électrons qui se feraient arracher de la plaque du haut puis qui iraient s'accumuler sur la plaque du bas. Mais bon, ça revient au même. Moi, je parle tout le temps en termes de courant conventionnel. Okay. Comment on peut caractériser, comment on peut savoir là, si on prend une pile puis on la branche sur un certain condensateur, oui on sait que le condensateur va se charger comme ça, comme je viens d'expliquer, mais est-ce qu'il va se charger un petit peu, est-ce qu'il va se charger beaucoup, est-ce qu'il y a beaucoup de charges qui vont être séparées comme ça? Ben ça c'est une des caractéristiques d'un condensateur qui est probablement sa caractéristique la principale, c'est la caractéristique qui le définit le mieux, et c'est ce qu'on appelle la capacité du condensateur. Donc la capacité du condensateur, c'est la variable C. C majuscule, hein, C pour capacité. Et par définition, la capacité d'un condensateur, c'est défini comme étant la charge électrique qui est capable d'accumuler divisé par un certain nombre de volts. Okay? Donc les unités là, de la capacité, ça s'appelle des farads. Hein, ça vient du nom de famille là, Faraday, d'un monsieur qui s'appelait Michael Faraday. Ben c'est ça. Fait que c'est une charge électrique divisée par un potentiel, donc c'est des coulombs divisés par des volts. Fait que si on regarde juste les lettres, là, on va dire qu'un farad, c'est égal à 1 coulomb par volt. Okay. Fait qu'est-ce que ça veut dire 1 coulomb par volt, par exemple, une capacité là, de 1 coulomb par volt? Ben, ça veut dire que si vous branchez votre condensateur sur une pile, par exemple, de 1 volt, ben il y a 1 coulomb de charge électrique qui va s'accumuler là sur les bornes de votre condensateur. 1 coulomb par volt, ça veut dire à chaque fois que vous allez avoir 1 volt, il y a 1 coulomb qui va s'accumuler. Fait que si vous avez par exemple une pile de 10 volts, ben il va y avoir 10 coulombs qui va s'accumuler. Si vous avez une pile de 20 volts, il va y avoir 20 coulombs qui va s'accumuler. Okay. Mais si vous avez une capacité qui est plus grande que ça, si vous avez par exemple un condensateur qui a une capacité qui est égale à, mettons, 10 coulombs par volt, ben ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir
une pile là, qui a 1 volt, il va y avoir 10 coulombs qui va s'accumuler. Fait que si par exemple vous mettez une pile là, qui a une électromotance de 2 volts, avec ça, ben, à chaque fois qu'il y a 1 volt, 10 coulombs va s'accumuler. Fait qu'un condensateur de 10 coulombs par volt, branché avec une pile de 2 volts, ben là c'est une charge de 20 coulombs qui va venir s'accumuler, okay, aux bornes du condensateur. Donc la capacité c'est défini comme ça, mais souvent ce qui va arriver c'est qu'on va écrire là, quand on veut calculer la charge qui s'accumule sur notre condensateur, on va dire que la charge qui s'accumule sur notre condensateur, c'est égal à la capacité de notre condensateur multiplié par le delta V sur lequel on le branche. Okay? Fait que ça revient à dire ce que ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous avez par exemple une capacité de 10 coulombs par volt, puis que vous branchez ça sur une électromotance de 2 volts, ben si on fait le calcul, là, si on dit là, on a une capacité de 10, on branche ça sur un delta V ou une électromotance de 2 volts, ben 10 fois 2 ça donne 20, donc ça fait une charge de 20 coulombs qui va s'accumuler ici. Okay. Fait que c'est une autre façon d'écrire l'équation, mais la capacité comme telle, c'est défini comme ça. C'est la charge électrique qui est capable d'accumuler un condensateur quand on le branche sur une certaine différence de potentiel. Fait que ce sont des coulombs par volt. Okay. La capacité d'un condensateur, ce qui est intéressant, c'est que c'est une caractéristique du condensateur et ça ne va pas changer, même si vous branchez votre condensateur dans des circuits différents. On pourrait prendre un condensateur qui a une capacité de, mettons, 10 coulombs par volt. On pourrait le brancher dans un circuit avec une pile de 2 volts. Après ça, on pourrait le débrancher, le brancher dans un autre circuit avec une pile de 100 volts, peu importe. La capacité du condensateur, ça changera pas. Okay. Qu'est-ce qui va changer dans votre condensateur? C'est la charge qui va être accumulée. Ça va dépendre de la différence de potentiel sur laquelle vous allez le brancher. Mais la capacité d'un condensateur, c'est une caractéristique du condensateur. Ça dépend juste de sa forme et les matériaux duquel il est construit. On va apprendre à le calculer dans quelques instants. Mais c'est une caractéristique qui ne change pas. Là, chaque condensateur a sa propre capacité, puis ça change pas. Un peu comme les résisteurs. Hein. Chaque résisteur, ça a une certaine valeur de résistance. C'est sûr que dépendamment dans quel circuit vous allez le brancher, il va être traversé par un courant différent, il va avoir un delta V différent, mais la résistance d'un résisteur, c'est une capacité, c'est une caractéristique qui est fixe, qui change pas. Okay. Donc, pour un condensateur, c'est un petit peu comme ça. Et c'est ça, fait que comme j'ai dit, si vous branchez une pile à un condensateur, votre condensateur va se charger. Et ensuite de ça, ce qui arrive, c'est que si vous débranchez la pile, ben là, les charges, elles peuvent pas revenir dans leur état initial. Les charges peuvent pas juste revenir puis se neutraliser puis se replacer comme elles étaient avant. Donc, le condensateur qui est comme ça, on dit qu'il va être chargé. Okay. Il peut rester chargé comme ça très très longtemps. Okay. Puis si jamais on vient le brancher à quelque chose, si on vient le brancher par exemple à un résisteur ou quelque chose comme ça, ben là, le condensateur va pouvoir se décharger. Okay. Si on le branche à un résisteur par exemple, là les charges qui sont positives ici vont revenir là, vont faire le tour du circuit pour aller neutraliser les charges négatives qui sont là. Ça va faire un courant dans ce sens-là. Je parle toujours de courant conventionnel. Alors, je sais que pour eux, c'est les électrons, mais bon, courant conventionnel comme ça. Okay. Fait que c'est ça. Fait que à quoi ça peut servir un condensateur? Ça peut servir à plusieurs choses. Okay? Mais en général, une des utilités d'un condensateur, c'est que c'est justement que ça peut être utilisé pour faire quelque chose. Dans le fond, si vous avez besoin d'une grande quantité de courant électrique ou une grande quantité d'énergie qui doit être dépensée en peu de temps. Okay? Par exemple, le flash d'un appareil photo. Okay? Quand vous prenez une photographie, ben il y a un flash, okay? Qui est souvent des LED ou quelque chose comme ça. Juste au moment où vous prenez votre photo, vous avez besoin d'une grande quantité d'énergie lumineuse, un gros flash lumineux comme un gros boost de puissance, un gros boost d'énergie. Vous voulez pas que ça dure 5 minutes, là. Vous voulez juste avoir comme beaucoup de lumière pendant un intervalle de temps très très court, là, de quelques fractions de secondes. Okay? Fait que ça, les condensateurs permettent de faire ça. Parce qu'on peut brancher un condensateur sur une pile, on peut là, attendre plusieurs secondes que le condensateur se charge comme il faut, là, puis une fois qu'il est rendu complètement chargé, là on peut le brancher par exemple là, à une ampoule ou quelque chose comme ça va faire comme un gros boost de lumière pendant peu de temps. Okay. Fait que ça c'est quelque chose que les condensateurs sont capables de faire. Une pile pourrait pas faire ça. Okay. Si on voulait produire par exemple cette lumière-là, il faudrait utiliser une pile qui est très intense avec une très grosse électromotance. Puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Okay. Mais avec des condensateurs, on peut utiliser une pile qui est relativement faible là, dans votre appareil photo et la pile va charger le condensateur. Ça peut prendre plusieurs secondes, mais quand il est chargé, là, il est prêt à être utilisé, puis là, bang, il va se décharger d'un seul coup dans votre ampoule qui est là. Fait que ça, c'est un exemple. Okay. Un autre exemple un peu plus extrême, c'est par exemple les défibrillateurs cardiaques. Fait que vous comprenez l'idée, encore une fois, c'est un exemple où
l'appareil va se charger. Hein. Fait que ça, c'est des condensateurs. C'est des gros condensateurs là, qui sont à l'intérieur, qui vont accumuler une charge quand même assez grande. Et là, quand on va envoyer une décharge électrique à un patient, ben là, justement, c'est comme un gros boost de puissance, là, un gros boost d'énergie. Fait que d'un seul coup, bang, il y a beaucoup d'énergie qui va être utilisée en peu de temps. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est capable de réaliser avec des condensateurs. Avec des piles là, conventionnelles, ça fonctionnerait pas vraiment, ou en tout cas, ça prendrait des très grosses piles, puis là, l'appareil serait énorme, serait très lourd, et bon, ainsi de suite. Là. Fait que les condensateurs ont cet avantage-là, c'est qu'ils sont capables de donner des très gros boosts d'énergie en très peu de temps. C'est ça l'utilité principale des condensateurs. Okay. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que la capacité d'un condensateur, c'est une caractéristique qui est, dans le fond, déterminée uniquement par les caractéristiques physiques, donc uniquement par la forme, par les dimensions du condensateur et par les matériaux aussi dans lesquels il est construit. Okay. Et ici, ben, vous voyez déjà la formule, je peux juste vous montrer d'où elle vient cette formule-là. Donc, si on regarde le condensateur comme tel, c'est deux plaques chargées, comme je disais, une positive, une négative. Il va y avoir un champ électrique qui va sortir de la plaque positive et qui va être absorbé par la plaque négative. Okay. Ces plaques-là, ce sont des PPUC. Okay. Et on sait que le champ électrique qui est généré là, par une PPUC, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Je pourrais écrire en valeur absolue. Là, ici, on a deux plaques. Chacune des deux plaques, là, dans l'espace qui est entre les plaques, génère un champ de sigma sur 2 epsilon 0. Donc, le champ total, ça va être la somme de ces deux champs-là. Fait que 2 fois le champ sigma sur 2 epsilon 0. Fait que ça donne juste sigma sur epsilon 0. Okay. Il y a une différence de potentiel qui va être présente là, entre nos deux plaques. Okay. Et cette différence de potentiel-là, ça correspond aussi au champ multiplié par la distance D. La distance D, c'est la distance qu'il y a entre nos deux plaques. Cette équation-là, ben ça ici, ça vient là, de la section 2.4, quand on disait delta V est égal à plus ou moins E fois S parallèle, hein, si vous vous souvenez. Donc évidemment, là, la distance D qu'il y a entre les deux plaques, ben, c'est aussi une distance qui est mesurée parallèlement à nos lignes de champ. Donc cette distance parallèle-là, on l'appelle D. Okay. Donc la différence de potentiel qui va avoir entre nos deux plaques, c'est égal à E fois S parallèle, ou si vous préférez, à E fois D. Okay. Et ben, le champ électrique E, on vient de dire que c'est égal à sigma sur epsilon 0, le champ électrique entre nos deux plaques. Donc on est capable d'écrire que delta V, c'est égal à ça. Et finalement, là, les plaques chargées, tout comme les PPUC, okay, ont défini leur densité surfacique de charge, qu'on appelle sigma. Hein. Sigma, c'est égal à la charge d'une plaque divisée par sa surface. Hein. Ça se note en coulomb par mètre carré. Donc, une charge électrique divisée par une surface. Fait que sigma est égal à Q sur A. Et donc, si on isole Q, qui est la charge de Q sur une des plaques, mais Q, c'est égal à sigma fois A. Okay. Et ensuite de ça, ben, on est capable d'utiliser la définition même de la capacité. La capacité, c'est Q sur delta V. Si on remplace Q par ça ici, puis qu'on remplace notre delta V par ça ici, là, dans l'équation qu'on a là, ça va nous donner, bon, c'est égal à sigma sur A divisé par sigma fois D sur epsilon 0. Okay. Et vous voyez que les sigma vont s'annuler, le epsilon 0 va remonter en haut, et c'est ça qui va donner cette équation-là ici. Donc, la capacité d'un condensateur, c'est égal tout simplement à la constante epsilon 0 qu'on connaît, fois l'aire des plaques, okay, divisé par la distance D qu'il y a entre les deux plaques. Okay. Quand je dis l'aire des plaques, là, je veux dire l'aire de chacune des deux plaques. C'est pas l'aire totale, c'est pas l'aire de la plaque 1 plus l'aire de la plaque 2. En fait, c'est juste l'aire de une des deux plaques. Là. Les deux plaques sont identiques, là, fait que c'est l'aire de une des deux plaques. Okay. Cette formule-là, vous voyez, on a écrit C vide. Okay, C indice vide. Pourquoi? Parce que ça, c'est la capacité d'un condensateur plan quand entre les deux plaques, il n'y a rien. Quand il y a juste du vide ou de l'air. Okay, de l'air, c'est presque la même chose que du vide. Là. Pas tout à fait, mais c'est presque la même chose. Okay. Pourquoi on appelle ça C vide? Parce que tout à l'heure, on verra que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va insérer entre les deux plaques un matériel qui s'appelle un matériel diélectrique et qui va changer légèrement la capacité. Mais de base, si vous prenez juste deux plaques qui ont chacune une surface A, une aire A, puis que vous mettez les deux plaques à une certaine distance D l'une de l'autre, vous venez de former un condensateur là, qui va avoir une capacité qui est égale à epsilon 0 fois A sur D. Donc, comme je disais tout à l'heure, la capacité d'un condensateur, ça dépend uniquement de ses dimensions physiques. Fait que si vous regardez un condensateur puis vous le mesurez, là, même si vous ne l'avez pas encore branché dans aucun circuit, vous pouvez tout de suite dire là, ça va être quoi sa capacité. Ça se calcule juste par la forme
du condensateur et de ses caractéristiques. Okay. C'est ça. Fait que ce que je vous disais, c'est que ça, c'est vide, mais généralement, on va insérer là, entre les deux plaques d'un condensateur un matériel qui s'appelle un matériel diélectrique. Okay. Pourquoi on va faire ça, vous allez comprendre dans quelques instants, là, mais avant, juste vous dire, c'est quoi un matériel diélectrique? Okay. Un matériel diélectrique, c'est un matériel qui, c'est pas un conducteur, okay. C'est un isolant. Donc les charges peuvent pas se déplacer librement. Les charges sont comme enfermées, ou en tout cas sont comme prises dans l'espèce de structure atomique là, du matériel diélectrique, et elles ne peuvent pas se déplacer librement. Okay? Par contre, ce qu'elles peuvent faire, c'est que les molécules qui forment le matériel diélectrique sont dipolaires. Donc, il y a une certaine partie qui est un petit peu plus positive, une partie qui est un petit peu plus négative, et ces charges-là sont quand même capables, sans se déplacer librement dans le matériel, là, sont quand même capables de, si vous voulez, faire des petites rotations, puis de s'orienter de manière à venir s'opposer au champ électrique externe. Okay. Fait que je vais faire une petite animation, vous allez mieux comprendre. Imaginez que vous avez un champ électrique externe qui pointe dans une certaine direction, disons vers la droite. Okay. Ce champ-là a pu être créé par exemple par des PPUC, probablement, là, comme que c'est un beau champ qui est tout constant. Okay. Fait que qu'est-ce qui arrive si vous prenez un matériau diélectrique puis que vous venez insérer ce matériau diélectrique-là dans un endroit où il y avait initialement un champ, qu'on appelle le champ externe. Ce qui va arriver, c'est qu'à l'intérieur du diélectrique, les petites charges électriques vont se réorganiser. Okay, vont changer légèrement des petites rotations qui vont s'effectuer, vont changer un petit peu de configuration. Et vous voyez ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, ils se sont juste placés de manière là, à annuler partiellement le champ électrique externe. Okay? Vous voyez un peu là, comment c'était. Au début, les petites molécules elles étaient placées vraiment dans des ordres un peu aléatoires. Il n'y avait pas de champ électrique global là, qui ressortait de ça. Sauf que en le plaçant dans le champ électrique externe, vous remarquez que toutes les petites molécules elles sont placées là, avec leur pôle positif à gauche et leur pôle leur pôle négatif à gauche et leur pôle positif à droite. Okay. Et qu'est-ce que ça a comme effet global? C'est que, ben, on le sait que toutes les petits, ça va faire des petites mini-lignes de champ. Il y a tout le temps des petites lignes de champ qui sont émises par les plus, absorbées par les moins. Fait que ça fait des petits champs électriques là, qui pointent vers la droite. Et si chaque petite molécule produit un petit champ électrique, je pense que j'ai dit vers la droite, là c'est vers la gauche. Si chaque petite molécule produit un petit champ électrique vers la gauche, qu'est-ce que ça va faire? Ben, c'est que à l'intérieur du matériel diélectrique, il va se mettre là, à apparaître un champ électrique vers la gauche, que j'appelle ici là, le champ du diélectrique. Okay. Ce champ du diélectrique-là ne sera pas aussi fort que le champ électrique externe. Il va toujours être un petit peu plus petit. Okay. Mais quand même, ce que ça va faire, c'est que si vous aviez un champ externe qui pointait vers la droite, puis que là, en mettant votre matériel diélectrique, ça fait en sorte que dans votre matériel diélectrique, il y a comme un petit champ un peu plus faible là, qui se produit vers la gauche. Ben, le champ total, le champ résultant qui va exister là, dans le diélectrique, ça va être un champ qui va malgré tout pointer quand même vers la droite, parce que le champ du diélectrique est plus faible que le champ électrique externe, mais le champ qui va pointer vers la droite, il va être plus petit que le champ externe qu'on avait. Okay. Donc l'équation qu'on peut voir ici, c'est que c'est ce qui est exprimé, c'est qu'on dit le champ total qu'il va avoir dans le diélectrique qu'on a placé dans le champ externe, ça va être égal au champ externe qui a été divisé par une certaine constante, qu'on appelle la constante kappa. C'est la constante diélectrique. Okay. Donc, plus la constante diélectrique est grande, plus que le champ ici va être diminué. Hein, c'est au dénominateur. Okay. Ici, vous avez certains matériaux que vous retrouvez dans votre livre, là, dans la section 2.8, avec leur constante diélectrique. Donc, par exemple, pour le vide, ben, le vide, c'est rien. Fait que dans le vide, là, évidemment, il n'y a pas de petites molécules comme ça. Fait que si vous prenez genre un morceau de vide, puis que vous venez le placer dans un champ électrique externe, ça va rien faire du tout. Le champ qu'il va avoir ici, ça va être exactement le même champ qu'on avait au départ. Là. Ça va être le champ externe divisé par 1. Ça va être juste exactement le champ externe. Okay. L'air, là, vous voyez, sa constante diélectrique, c'est très faible. C'est pratiquement égal à 1. Okay. Fait que ça changerait même pas le troisième chiffre significatif. Fait que c'est pour ça qu'à toute fin pratique, on dit là que c'est vide. Là, c'est un condensateur dans lequel, ben, entre les deux plaques, il y a du vide ou de l'air. On dit que c'est à peu près la même chose parce que l'air a une constante diélectrique tellement proche de 1, tellement proche de celle du vide que on fait l'approximation que c'est à peu près la même chose. Okay. Par contre, il y a des matériaux diélectriques qui ont des constantes diélectriques qui sont plus grandes que 1. Il y en a quand même des constantes diélectriques très grandes.
Okay. Fait qu'ici, vous voyez par exemple le téflon, c'est une constante électrique de 2, le papier, un matériel qu'on connaît bien, 3.5, le verre, 5. Okay. Puis il y en a qui ont des constantes très grandes, comme par exemple le titanate de strontium, là, qui a une constante électrique de 300. Okay. Juste pour être sûr que vous comprenez bien, je vais faire juste deux petits exemples numériques, ça va être toujours à mieux comprendre. Là. Fait qu'imaginez que vous avez un champ électrique externe de 100 volts par mètre, ou de 100 newtons par coulomb, si vous préférez, c'est la même chose. Là. Fait qu'un champ électrique 100 volts par mètre qui pointe vers la droite. Si je prends par exemple là, un morceau de diélectrique qui est du téflon, puis je viens placer ça dans mon champ externe ici, qu'est-ce que ça va faire? Ben, le téflon, lui, il a une constante diélectrique de 2. Ce que ça veut dire, c'est que quand je vais placer mon matériel, mon morceau de téflon ici, le champ total qui va rester dans mon téflon, il va pointer encore vers la droite, mais il va avoir été diminué d'un facteur 2. Fait que le champ qu'il va avoir ici, ce ne sera pas 100 volts par mètre. Là. Une fois que les petites molécules vont s'être réorientées là, à l'intérieur du téflon, le champ qui va rester, il va être 50 volts par mètre. Fait que vous voyez, il a été divisé par un facteur 2. Okay. Si à la place de mettre du téflon, je mets du verre, par exemple, mais le verre, lui, a une constante diélectrique de 5. Ça veut dire qu'à l'intérieur du morceau de verre, une fois que les petites molécules se sont réorganisées, là, le champ va être égal maintenant à ce qu'on avait au départ, divisé par 5. Donc, on va avoir seulement un champ de 20 volts par mètre. Okay. Fait que vous voyez ce que ça fait un diélectrique. Ça fait juste atténuer ou diminuer le champ électrique, là, le champ électrique externe. Plus la constante diélectrique est grande, plus le champ électrique va être atténué, plus qu'il va être diminué. Okay. Et, fait que bon, vous voyez un peu comment ça se comporte un matériel diélectrique, mais vous devez vous demander, là, ok, c'est bien beau, là, mais c'est quoi le rapport avec les condensateurs, puis pourquoi que le prof nous parle de ça, les matériels diélectriques? Ben, c'est parce que le matériel diélectrique, quand on l'insère dans un condensateur, ça donne un effet un petit peu bizarre, mais ce que ça donne comme effet global, si vous voulez, c'est que ça a comme effet de augmenter la capacité du condensateur. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que quand on disait qu'on avait le condensateur C vide, là, ben, on disait qu'il y avait une certaine charge accumulée sur nos deux plaques, qui est divisée par delta V. Okay. Et le delta V, on avait dit que c'était égal là, au champ électrique multiplié par la distance D, là, D étant la distance qu'il y a entre nos deux plaques. Comme ça. Ça, c'est la capacité d'un condensateur qui a du vide à l'intérieur. Okay. Si on prend ce condensateur-là, pour l'instant, c'est du vide qui est à l'intérieur, mais là, si on vient insérer entre les deux plaques de notre condensateur un matériel diélectrique, qu'est-ce que ça fait? Bon, on l'a vu tantôt, c'est que ça va avoir tendance à diminuer le champ externe, donc à diminuer le champ qui avait été créé comme ça entre nos deux plaques. Et au niveau des équations, qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire que la capacité, qu'on appellera plus C vide, ça va être maintenant la capacité d'un condensateur dans lequel il y a un matériel diélectrique. Ça va être encore égal à Q sur delta V. Sauf que là, le delta V, ce sera pas tout simplement champ externe fois D, parce que le champ externe est diminué par un facteur K, par un facteur de la constante diélectrique. Fait que ça va être le champ externe sur K fois D. Fait que c'est juste Ext qui est devenu Ext sur K. Okay, c'est ce qu'on avait vu ici de toute façon. Et comme on est au dénominateur, ben, le divisé par K va remonter au numérateur. Fait que ça va donner K fois Q sur E extérieur fois D. Mais Q sur E extérieur fois D, c'est la définition même de C vide. Okay? Donc ça veut dire que la capacité totale du condensateur dans lequel on a mis notre matériel diélectrique, ça devient ça ici. Ça devient kappa fois la capacité du condensateur quand il était dans le vide. Et donc, conclusion, c'est-à-dire que quand on met un matériel diélectrique entre les deux plaques d'un condensateur, ce que ça va faire, c'est que ça va multiplier la capacité du condensateur par la constante diélectrique du matériel qu'on vient d'insérer ici. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que, tout simplement, là, juste en insérant un morceau de matériel diélectrique entre les deux plaques d'un condensateur, vous venez de multiplier la capacité de votre condensateur par une certaine constante. Plus que la capacité, plus que la constante diélectrique de votre matériel est grande, plus que la capacité de votre condensateur vient d'être multipliée par un gros chiffre. Okay. Fait qu'on est capable comme ça d'arriver à construire des condensateurs qui ont une capacité très grande. Okay. Si on insère par exemple là, du titane de strontium, on vient de multiplier la capacité de notre condensateur par un facteur 300, ce qui est pas négligeable, ce qui est comme une modification très importante. Fait que ça nous permet d'aller construire des condensateurs là, qui ont des très grandes capacités. Okay. Dans certains cas, ça peut être utile. Okay. Ici, j'ai parlé beaucoup, on a parlé beaucoup des matériaux diélectriques. Okay. Mais juste quelque chose quand même que je veux vous dire comme ça en passant.
Okay. Le matériel diélectrique, je vous ai dit, c'était un matériel qui était isolant, hein, parce que les petites charges, entre autres, là, ici, ne pouvaient pas se déplacer librement. Okay. Mais maintenant, si je vous demandais, là, un matériel, un conducteur, un objet qui est conducteur, ce serait quoi sa constante diélectrique, d'après vous? Mais pensez-y, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a vu là, dans nos cours théoriques sur les conducteurs? On avait vu que si on a un champ électrique, puis qu'on place un conducteur dans un champ électrique, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on avait dit que quand on place notre conducteur dans un champ électrique, le conducteur, là, très très rapidement, en je pense que ce sont des fois 10 à la moins 9 secondes, quelque chose comme ça, en quelques nanosecondes, ok, si c'est pas plus rapide que ça, le conducteur va atteindre un état qui s'appelle l'équilibre électrostatique. Okay. Et qu'est-ce que de spécial à l'intérieur d'un condensateur, pas un condensateur, pardon, là, je suis mélangé. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un conducteur quand il atteint un équilibre électrostatique? Ben, vous en rappelez, c'est que le champ électrique est égal à 0. C'est une des caractéristiques quasiment fondamentales là, des conducteurs, c'est qu'à l'équilibre électrostatique, le champ électrique à l'intérieur du conducteur est égal à 0. Okay. Fait que si le champ électrique à l'intérieur de notre conducteur est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que le champ externe a été complètement annulé. Okay? Puis d'après la définition qu'on a ici, c'est-à-dire que le champ total qui va rester ici, c'est égal au champ extérieur qu'on avait divisé par une certaine constante qui s'appelle la constante diélectrique. Fait que selon cette formule-là, puis selon le résultat qu'on observe ici, la constante diélectrique d'un conducteur, ce serait quoi? Ben, ce serait infini. Okay? C'est comme si on disait là, le champ de 100 volts par mètre a été divisé par infini. 100 divisé par l'infini, ça donne 0. Donc le champ total qui subsiste ici, là, c'est 0. Okay? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à chaque fois que j'explique les condensateurs puis que je dis ça ici, là, quand je vous dis là, vous avez juste à insérer un matériel entre les deux plaques d'un condensateur et ça va juste multiplier la capacité de votre condensateur par une certaine constante diélectrique. Okay? Des fois, il y a des gens qui pensent à ça et qui disent, ouais, mais monsieur, un conducteur, là, c'est comme ça a une constante diélectrique égale à l'infini. Je suis comme, ben oui, effectivement. Okay. Puis là, les gens me demandent, ok, mais là, de base, ça veut dire que si on prend un condensateur, puis qu'on insère entre les deux plaques ici un matériel qui est conducteur puis qui a une constante diélectrique égale à l'infini, est-ce qu'on va construire un condensateur qui a une capacité infinie? Un condensateur qui a une capacité infinie, ça veut dire qu'il pourrait accumuler une quantité infinie de charge. Puis les gens, est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est possible? C'est impossible? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, la réponse, c'est non. Ok, ça marche pas. Pensez-y. Ok, c'est quoi un condensateur? C'est deux plaques qu'on branche à une pile, par exemple, pour le charger. Okay. Si on prend un matériel conducteur, hein, puis qu'on vient placer ça entre les deux plaques de notre condensateur, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que les charges vont s'accumuler sur les plaques là, de plus en plus, puis ça va devenir une quantité infinie de charges qui va s'accumuler là? Ben non. Si c'est un conducteur, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en plaçant le conducteur, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de compléter le circuit. Vous aviez deux plaques qui, au départ, ne se touchaient pas. Et en plaçant un conducteur, ben là, whoop, vous venez de fermer votre circuit. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Les charges, là, elles vont pas s'accumuler, elles vont juste se mettre à circuler. Vous allez avoir un courant là, qui va s'instaurer. Ça va faire un courant là, qui va tourner comme ça, un certain nombre d'ampères. Donc, les charges ils vont pas rester accumulées sur les plaques, elles vont juste se mettre là, à se déplacer comme ça. Ça va faire du courant électrique. Okay, c'est ça que j'ai écrit ici, un courant électrique va se mettre à circuler et ils peuvent pas s'accumuler entre les plaques. Okay? Donc c'est ça, pour que ça fonctionne, un condensateur, il faut que faut pas que le courant passe entre les deux plaques. Si le courant peut passer entre les deux plaques, c'est fini, vous n'avez plus de condensateur, vous avez juste un circuit électrique normal. Okay? C'est pour ça que c'est bien important, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'un matériel diélectrique, c'est un isolant. Pas un conducteur, c'est un isolant. Les charges peuvent pas se déplacer librement dans un diélectrique. Elles peuvent se réorienter, comme on a vu tout à l'heure, pour essayer de s'opposer un petit peu au champ externe, mais c'est pas un conducteur, là. Fait que les charges peuvent pas aller se déplacer librement, et là, ça va fonctionner. Fait que quand vous avez votre condensateur comme ça branché à une pile, il est capable d'atteindre une certaine charge maximale. Puis quand vous venez placer un diélectrique, là, avec l'interaction qu'il y a avec le champ au centre, là, c'est que là, la pile va être capable de mettre encore plus de charge sur vos plaques. Okay? Donc, une quantité plus grande de charge va être capable de s'accumuler sur vos plaques, mais elles vont pas se mettre à circuler parce que ça reste quand même un matériel qui est isolant. Okay? Donc, c'est ça. Fait que
C'est juste pour vous dire que oui, c'est cool, là, des fois quand on y pense, puis on dit ah oui, peut-être un conducteur, ça pourrait faire en sorte que la capacité deviendrait excessivement grande. Ben non, parce que si c'est un conducteur, vous venez de perdre votre condensateur. Pour qu'un condensateur fonctionne, il faut que les charges puissent pas circuler entre vos deux plaques. Sinon, ben ça fonctionne pas. Okay. D'ailleurs, j'en parle pas vraiment ici, là, mais un condensateur, ça a toujours une certaine limite de charge qu'on peut accumuler, parce que si vous avez un condensateur là, qui a une très très grande capacité, on pourrait imaginer qu'il pourrait avoir une quantité phénoménale de charge là, qui est ici, mais n'oubliez pas que plus qu'il va avoir des charges ici, ben le champ électrique va devenir de plus en plus fort entre vos deux plaques. Et ce qui arrive éventuellement, c'est que si vous avez un champ électrique qui devient très fort, ben ce que ça va faire, comme on a vu dans la section précédente, là, la section 2.7, je crois, c'est que ça va faire des arcs électriques, ça va faire des éclairs. Okay. Fait qu'éventuellement, là, si le champ électrique devient vraiment trop grand là, entre vos deux plaques, ben il va avoir des petits couloirs qui vont s'ioniser, soit dans l'air ou soit même dans le matériel diélectrique. Et là, ce que ça pourrait faire éventuellement, c'est que ça pourrait faire des petits arcs électriques, donc des petits éclairs là, qui vont passer là, d'une plaque à l'autre. Puis des éclairs, c'est des courants électriques. Donc, à partir d'un certain moment, s'il y a trop une grande quantité de charge accumulée, du courant électrique va passer pareil. Okay. Fait qu'il pensez aux éclairs, là, dans le fond, il y a rien qui peut empêcher le courant électrique de passer, jusque dans une certaine limite. Même un matériel qui est supposé être un isolant, là, si vous avez une trop grande quantité de charge électrique qui veut passer, puis que ça fait un champ électrique qui est trop grand, à partir d'un certain moment, on appelle ça le champ électrique de claquage, c'est que ça va juste... Les charges vont réussir à passer pareil, ça va être des petits arcs électriques, des petits éclairs, mais le courant va réussir quand même à passer. Okay. Fait qu'en tout cas, ça pour vous dire que il n'y a pas de condensateur parfait dans la vie. Fait qu'un condensateur qui accumule une quantité phénoménale de charge, à un moment donné, là, veut pas, il y a une certaine limite là, qui est imposée par les petits arcs électriques, entre autres. Okay, donc c'est ça. Dans la vie, il n'y a rien de parfait, même en physique, il n'y a rien de parfait, comme vous le savez. Ok. Donc, les autres équations qu'on voit dans cette section-là, les équations que vous voyez ici, donc les premières équations, c'est juste trois façons différentes d'écrire la même chose. Okay? C'est une façon qu'on a de calculer l'énergie qui est emmagasinée dans un condensateur. Parce que quand on dit qu'un condensateur, on le branche à une pile, ben il va y avoir des charges qui vont s'accumuler sur chacune de nos plaques, ça c'est vrai. Okay? Mais ce déplacement de charge-là, cette accumulation de charge-là, c'est aussi relié là, à une accumulation d'énergie. Ça prend de l'énergie pour déplacer ces charges-là. Okay? Et on peut la calculer relativement facilement parce que quand on déplace des charges comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, on change l'énergie potentielle électrique de notre système. Et l'énergie potentielle électrique, là, en fait, si on calcule, mettons, on pourrait calculer l'élément infinitésimal de travail nécessaire pour produire une mini-variation d'énergie potentielle électrique dans notre système. Okay? On sait que l'énergie potentielle électrique, c'est égal à Q fois V. Okay? Donc, on pourrait écrire l'équation, on pourrait dire par exemple que delta U est égal à Q fois delta V. Et en notation infinitésimale, on pourrait dire que DU est égal à Q fois dV. Okay, les éléments infinitésimaux d'énergie potentielle et de potentiel. Okay, c'est ce qu'on a écrit, ici. Okay. Et par la définition de la capacité du condensateur, okay, on sait que, bon, on avait vu tout à l'heure, la capacité c'est égal à Q sur delta V. Donc le delta V qui est ici, on pourrait le remplacer par Q sur C, ce qu'on a fait là. Okay. Donc, l'élément infinitésimal de travail pour faire un déplacement de charge dans notre condensateur, c'est égal à Q sur C fois dQ. Et donc, le travail total qu'on doit fournir pour arriver à notre configuration finale, là, ça va juste être l'intégrale de tous les petits éléments infinitésimaux de travail pour passer d'une charge nulle à une charge finale qui est accumulée sur notre condensateur. Donc, c'est ça qu'il faut intégrer. Okay, on intégrale ça, on faut intégrer ça de 0 à QF. Okay, ça c'est relativement simple à intégrer. La capacité du condensateur c'est une constante, on peut la sortir. Fait qu'il nous reste juste à intégrer Q fois dQ. Ça s'intègre facilement, ça donne Q carré sur 2 qu'on évalue entre 0 et QF. Fait que 0 ça va être facile, là ça va juste s'annuler, il reste juste QF. Okay. Donc ça donne ce que vous voyez ici, juste Q carré sur 2C. Donc on peut dire que l'énergie potentielle là, électrique accumulée dans un condensateur qui est chargé, c'est Q carré sur 2C. Donc c'est la charge au carré divisé par 2 fois la capacité du condensateur. Fait que ça, c'est une façon de l'écrire. Et en faisant un petit peu d'algèbre, il y a moyen là, de juste faire des transformations avec cette formule-là, avec C est égal à Q sur delta V,
de juste réorganiser ces termes-là et d'écrire algébriquement sous une autre forme. Fait qu'on peut écrire ça aussi comme étant 1/2 fois c fois delta v au carré, qui est aussi égal à 1/2 fois q fois delta v. Fait que ces trois équations-là, c'est 3 fois la même chose. Juste 3 façons différentes qu'on a de calculer l'énergie qu'il y a d'emmagasiner dans un condensateur. Okay. Donc l'énergie, ici, c'est de l'énergie potentielle électrique. Donc ça, c'est vraiment des joules. C'est de l'énergie. Okay. Ce qui est intéressant, c'est juste un petit détail comme ça en passant, c'est que le condensateur, c'est intéressant en soi, là, parce que bon, c'est intéressant en soi, mais aussi c'est que c'est un bel exemple en physique d'un phénomène là, dans lequel on a vraiment un champ électrique qui est produit entre les deux plaques. Okay? Et ce champ électrique-là, on sait qu'il est directement relié à cette énergie-là, parce que dès qu'on déplace des charges électriques, dès qu'on commence là, à accumuler des charges électriques sur la plaque du haut et sur la plaque du bas, il y a un champ électrique là, qui va apparaître entre les plaques de notre condensateur. Et on sait c'est quoi l'énergie qui est reliée à ça. Fait que c'est un des, pas des rares cas, mais c'est un des beaux exemples là, en physique où on est capable de calculer facilement l'énergie qui se retrouve sous forme de champ électrique. Et en plus, cette énergie-là est vraiment concentré, si vous voulez, puis confiné dans un espace, là, dans un certain volume en 3 dimensions. Et on sait exactement c'est quoi ce volume-là. C'est le volume qui est entre nos deux plaques. Donc c'est un volume là, qui est une espèce de prisme, là, qui a une base A et une hauteur D. Okay. Et fait que si on a une quantité d'énergie sous forme de champ électrique et qu'on sait exactement dans quel espace elle est confinée, okay, on est capable de calculer facilement ce qu'on appelle la densité d'énergie dans le champ électrique, qu'on appelle UE. Okay. Vous pouvez regarder dans le livre, là, la démonstration, c'est juste de l'algèbre. Fait que vous partez là, de la formule qu'il y a ici, puis vous remplacez C par Q sur delta V, vous remplacez delta V par E fois D. Okay. Puis un petit peu d'algèbre, il y a plein de choses qui s'annulent. On dit ça par le volume qui est égal là, à A fois D. Et bref, ça donne ça ici. Okay. Donc ça, c'est la densité d'énergie dans le champ électrique. Ça, les unités, là, ce serait des joules par mètre cube. Okay. Ça vous dit justement il y a combien de joules par mètre cube là, dans l'espace qui se trouve ici. Okay. Fait que vous voyez que la formule exacte, c'est pas qu'elle est importante, c'est pas tant que ça l'équation que je voulais vous faire regarder, c'est juste pour vous dire que on est capable de calculer la densité d'énergie qui est associée au champ électrique. Okay. Fait que ça c'est quand même intéressant, juste ça c'est intéressant, ça veut dire que un champ électrique là, en physique, c'est pas rien. C'est pas juste comme une... Des fois, il y a des gens qui pensent que, ah oui, le champ électrique, c'est juste comme une façon là, de définir les choses, puis de faire des calculs pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, il y a des gens qui disent, ah, mais les champs électriques, pour vrai, ça existe pas. C'est juste comme des calculs mathématiques qui nous permettent de trouver des réponses. Là. Il y a des gens qui pensent que, pour de vrai, dans la vraie vie, il y a juste les charges électriques qui existent. Mais que les champs électriques, c'est juste comme des artifices mathématiques là, que les physiciens ont inventés pour faire des calculs. Okay. Ben, non. Okay. Vous voyez ici que le champ électrique, c'est vraiment associé à une énergie. On est même capable de calculer la densité d'énergie. Si vous avez un champ électrique là, dans une certaine région de l'espace, un certain volume en 3 dimensions, là, avec un champ électrique à l'intérieur, il y a une quantité d'énergie qui est associée à ça, puis même ça se calcule. Okay. Fait que le champ électrique, c'est pas rien, c'est vraiment une vraie chose qui existe pour vrai dans l'univers. C'est une vraie quantité physique à laquelle une certaine quantité d'énergie est associée. Okay. Et le condensateur, c'est un des beaux exemples qui nous permet de calculer cette formule-là relativement facilement. Okay. Juste en passant comme ça, je peux vous mentionner qu'il y a aussi de l'énergie, il y a une densité d'énergie associée au champ magnétique aussi. Okay. Le champ magnétique, on n'a pas vu encore, on le verra au chapitre 4, là, mais vous voyez qu'il y a une forme là, très très similaire, c'est 1/2 fois le champ magnétique au carré, divisé par une constante qui est μ0, qu'on verra plus tard dans le cours. Là. La constante epsilon 0, c'est la constante associée là, à l'électricité, au champ électrique, puis la constante μ0, c'est la constante qui est associée au magnétisme et au champ magnétique. Constante qui va apparaître beaucoup dans les équations quand on sera au chapitre 4. Okay. Ça, mais juste comme ça pour le fun en passant, là, je peux juste piquer un petit peu votre curiosité, juste vous dire que quand vous ferez le prochain cours de physique, le cours de physique NYC, vous allez parler beaucoup là, de la lumière, okay, des photons. Okay. Et je sais pas si vous le savez déjà, là, mais ce qu'on appelle la lumière, là, les photons, c'est en fait là, c'est un champ électrique et un champ magnétique que c'est dans l'espace, okay, à 90 degrés l'un de l'autre. Mais bref, c'est juste pour vous dire qu'un photon, c'est pas comme un objet solide, c'est pas comme des petites particules comme des protons, des électrons, quelque chose comme ça, c'est vraiment juste un champ électrique puis un champ magnétique.
Okay? Et comme les champs électriques et les champs magnétiques sont associés à de l'énergie, puis qu'il y a vraiment de l'énergie là-dedans, ben c'est pour ça que dans des photons, ça a de l'énergie aussi, parce qu'un photon, c'est composé de champs électriques et de champs magnétiques, et il y a de l'énergie qui est associée à ça. Okay? Et un photon, c'est rien d'autre que ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça, il n'y a pas comme un autre matériau, il n'y a pas de magie, c'est vraiment juste ça. C'est un champ électrique et un champ magnétique. Okay? Donc, toute la compréhension qu'on a des photons et de la lumière en général, c'est toute la compréhension qu'on a des champs électriques et des champs magnétiques. Okay? Et juste comme ça en passant, là, vous serez pas serez pas surpris que dans le fond, toutes les caractéristiques de la lumière sont toutes comprises par les caractéristiques des champs électriques et des champs magnétiques. Et entre autres, la fameuse vitesse de la lumière que vous connaissez peut-être déjà, là, le fameux 3 × 10 à la 8 mètres par seconde, ben c'est comme un peu caché dans ces informations-là. En fait, c'est caché dans les deux variables, dans les deux constantes que vous avez ici. La vitesse de la lumière, c'est 1 divisé par racine de epsilon 0 mu 0. Okay? Fait que déjà, ça vous met un peu sur la piste. Là. Ça vous montre que, dans le fond, la lumière là, et les caractéristiques de la lumière, son énergie et sa vitesse, tout ça, c'est vraiment directement relié à des champs électriques et à des champs magnétiques. Et la preuve, c'est que la vitesse de la lumière, c'est juste une combinaison là, des constantes là, qui décrivent l'électricité et le magnétisme. Okay. Voilà, c'est juste un petit teaser comme ça en passant. Okay. Juste pour finir cette section-là, la section 2.8, je voulais juste faire rapidement avec vous l'exercice 2.8.6, qui est un exercice là, que j'ai mis dans votre liste d'exercices suggérés. Puis, il n'est pas très difficile, juste que des fois, peut-être que si vous êtes seul à la maison, puis que vous essayez de le faire, des fois les gens ils comprennent pas trop la question, ils savent pas trop exactement ce qu'on cherche, quelle formule on doit utiliser. Fait que ça, juste le faire avec vous, avec des petites images, ça va vous aider à mieux comprendre. Puis vous allez voir que finalement, c'est pas très difficile comme numéro, mais bon, d'avoir un espèce de contexte, là, ça peut aider. Donc, on va faire ça, puis on aura terminé la section 2.8 là, ensuite. Donc, on dit que vous êtes dans un laboratoire et vous disposez de 4 plaques de verre mesurant chacune 20 cm par 20 cm par 1 cm. Donc, exemple, vous avez une plaque de verre comme ça. Fait que c'est une espèce de carré avec une certaine profondeur. Fait que 20 cm par 20 cm. Et la profondeur, c'est 1 cm. Fait que 1 cm d'épais. Vous en avez 4 plaques comme ça. Fait que 1, 2, 3, 4. Okay. Et vous avez aussi du papier d'aluminium. Le papier d'aluminium, ça vous en avez une quantité, vous n'avez pas vraiment de limite. Là. Vous avez une espèce de rouleau là, de papier d'aluminium. Okay. Et avec ça, on vous dit, vous devez construire un condensateur qui possède la plus grande capacité possible. Okay. Expliquez comment vous allez procéder et calculer la capacité du condensateur. Et c'est là que les gens, du fois, ils disent « Hein? Ok, qu'est-ce que je fais? Je comprends pas trop la question. » Là. Ben, ok, regardez, ça c'est quoi? Du verre, c'est quoi? Ben, du verre, c'est un matériel qui est diélectrique. Okay, donc c'est ça qui va agir comme diélectrique. Et c'est ça que vous allez venir insérer entre les deux plaques de votre condensateur. Okay. On a vu tout à l'heure là, que on avait dit là, que la capacité, je ne sais pas trop l'écrire, la capacité d'un condensateur, c'est égal à la constante diélectrique multipliée par C vide. Okay. Fait que c'est sûr que si vous voulez avoir un condensateur qui a la plus grande capacité possible, c'est sûr que vous n'allez pas laisser du vide là, entre les plaques de votre condensateur, vous allez venir insérer un matériel diélectrique. Okay. Si on vous avait donné plusieurs matériels diélectriques à votre disposition, vous auriez choisi le matériel qui avait la plus grande constante diélectrique, mais là, vous n'avez pas ce matériel-là, vous avez juste du verre. Okay. Fait que du verre, vous n'avez pas le choix, vous êtes comme pogné avec ça, mais c'est sûr que c'est ce matériel-là que vous allez utiliser. Fait que vos plaques de verre, là, pensez pas à... Il n'y a pas 50 000 solutions, c'est le matériel que vous allez insérer entre les plaques de votre condensateur. Et un condensateur, on a déjà dit que c'est formé de deux plaques, okay, comme deux pépiucs. Les plaques d'un condensateur sont conductrices. Fait que dans votre matériel, qu'est-ce qui est conducteur? C'est l'aluminium ici. Fait que ce que ça veut dire, c'est que votre aluminium, vous allez nécessairement l'utiliser pour faire les plaques de votre condensateur. Okay? Et le verre, vous allez nécessairement l'utiliser pour placer entre les plaques de votre condensateur. Okay? Maintenant, si vous avez juste 4 plaques comme ça, quel genre de condensateur vous pouvez créer, quel genre de forme là, vous pouvez créer avec ces 4 plaques-là, ben, il n'y a pas 50 000 possibilités. Hein? Si vous réfléchissez un petit peu, là, qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, il y a à peu près juste 3 choses que vous pouvez faire pour faire un condensateur qui se tienne, là, qui soit symétrique puis qui fonctionne. Soit que vous placez, soit que vous faites quelque chose comme ça. Donc, mettez vos 4 plaques de verre toutes une par-dessus l'autre.
puis vous mettez un morceau d'aluminium de chaque côté. Donc ça ferait une espèce de condensateur. Si on le regarde de côté, ça ressemblerait à ça. Vous avez vos deux plaques conductrices et entre votre condensateur, vous placez votre matériel diélectrique là, qui est formé de 4 plaques de verre. Vous pouvez le faire comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Ben ça, comme je dis, il n'y a pas 50 000 possibilités. Là. Vous pourriez faire ça comme ça. Mettre vos deux plaques de haut, 2 plaques de large. Ça vous fait vos 4 plaques de verre avec des feuilles d'aluminium de chaque côté. L'aluminium, vous en avez autant que vous voulez, là, mais c'est juste pour faire les plaques. Hein. Fait que ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Ou sinon, ce que vous pourriez faire, c'est mettre les 4 morceaux de verre un à côté de l'autre. De faire un condensateur qui aurait juste comme une épaisseur de 1, mais qui aurait une surface un peu plus grande. Okay. Fait que si vous regardez ça, qu'est-ce qui change vraiment? Les dimensions changent hein, du condensateur. En fond, il y a l'air des plaques qui va changer. Okay. Et il y a la distance D. On le voit peut-être un peu mieux sur le côté. La distance D, c'est la distance qu'il y a entre vos deux plaques. Okay. Fait que vous avez différentes possibilités. Vous avez comme 3 possibilités vraiment là, que vous pouvez faire. Okay. Et là, rappelez-vous que vous, ce que vous voulez, c'est que vous voulez avoir la plus grande capacité possible. C'est ça qu'on vous demandait. On voulait construire un condensateur qui possède la plus grande capacité possible. Okay. Fait que comment vous allez faire ça? Si vous regardez la formule, l'équation, la capacité d'un condensateur dans le vide, c'est une constante fois l'air sur la distance D. Okay. Fait que si vous voulez construire le plus grand, le condensateur qui a la plus grande capacité possible, qu'est-ce que ça vous prend? Ben, ça vous prend le condensateur qui a la plus grande aire possible, et en même temps, ça vous prend un condensateur qui a la plus petite distance D possible. Fait que si A est grand puis que D est petit, ça va faire un condensateur qui a un grand C vide. Puis en plus, ce que vous allez faire, c'est que vous venez insérer là, un matériel diélectrique entre les plaques de votre condensateur, fait que ça va multiplier votre capacité par la constante diélectrique du verre. Okay. Fait que, une fois qu'on a réalisé ça, puis qu'on a réfléchi à tout ça, là, ben la réponse est relativement simple. Dans les 3 possibilités que vous pouvez faire, on cherche la possibilité qui a la plus grande surface possible et en même temps la plus petite distance D possible. Fait que c'est lequel de ces 3-là? Ben évidemment, c'est celui-là ici. C'est lui qui a la plus grande surface, la surface A, qui mesure 4 comme 4 plaques de large, et la distance D, c'est la distance qui est la plus petite. Fait qu'on se pose, une fois qu'on est arrivé là dans notre raisonnement, c'est très très simple, on n'a pas besoin de réfléchir très très longtemps, on voit tout de suite que c'est cette solution-là qu'on va faire. Okay. Fait que si on le calcule, on a juste à appliquer les chiffres. Okay. Fait qu'ici, là, notre C vide, je vais l'écrire là, fait que C vide, ben, c'est égal à epsilon 0. Epsilon 0, c'est 8.85 fois 10 à la moins 12. Okay. L'air de notre condensateur, ça va être quoi? Ben, ça va être quelque chose qui va mesurer, dans le fond, chaque plaque là, mesurait 20 cm par 20 cm, si vous en rappelez ici. Fait qu'ici, là, l'air de notre plaque, l'air de nos plaques, c'est l'équivalent de 4 fois c'est 4 fois l'air de une plaque. Okay. Fait que ça va être égal à 4 fois l'air de une plaque. Puis une plaque, c'était 20 cm par 20 cm, donc 0.2 mètres fois 0.2 mètres. J'aurais pu écrire 0.2 au carré, ça revient au même. Okay. Et on divise ça par la distance D. Okay. Et la distance D ici, ben ça, comme on a mis juste une seule épaisseur de plaque de verre, la distance D, c'est directement l'épaisseur d'une plaque de verre. Chaque plaque de verre, on disait que c'était 1 cm d'épais. Il faut le mettre en mètres là, pour être en système international. Fait que 1 cm, c'est 1 centième de mètre, donc 0.01 mètre. Okay. Et si vous calculez ça, vous allez avoir là, une capacité C vide qui est égale à 1.416 fois 10 à la moins 10 farad. Okay. Sauf que ça, c'était C vide. C'est que s'il y avait du vide ou de l'air entre vos deux plaques, c'est ça que vous auriez. Mais vous, c'est pas ça que vous avez. Okay. Entre vos deux plaques, vous avez mis du verre. Et du verre, si on regarde dans le tableau là, que je vous ai montré tout à l'heure, le verre, c'est un matériel qui a une constante diélectrique qui est égale à 5. Okay. Fait qu'en mettant du verre comme ça entre vos deux plaques, ça va tout simplement juste multiplier votre capacité par 5. Okay. Donc la vraie capacité que vous allez avoir, ça va donc être égal à 5 fois la capacité que vous aviez si votre condensateur était séparé avec du vide. Donc c'est juste simplement ce chiffre-là fois 5. Et si on fait ce chiffre-là fois 5, ça donne une capacité qui est égale à 7,08 fois 10 à la moins 10 farad. Okay. Juste pour le fun, là, je vous ai calculé
j'ai calculé pour le fun les autres capacités des deux autres condensateurs, et on voit que ça donne des capacités qui sont plus petites. Dans cela, c'est quelque chose fois 10 à la moins 11. Lui, c'est 1.77 fois 10 à la moins 10, alors que lui, c'est 7.08 fois 10 à la moins 10. Fait qu'on voit clairement là, que ce condensateur-là, c'est effectivement lui qui avait la plus grande capacité possible. Okay. Donc, c'est juste ça le numéro. Okay. Fait qu'il n'est pas difficile une fois qu'on sait quoi faire. Juste que des fois, en lisant la question, les gens, ils bloquent un peu ou ils paniquent puis ils savent comme pas trop comment commencer le problème. Là. Mais c'est ça. Fait qu'avec les dessins, c'est sûr que ça vous aide un peu là, à bien comprendre là, ce qu'on cherchait puis ce qu'on voulait vous faire faire. Donc, ben voilà pour cette section-là. Ça fait le tour de la section 2.8. Donc, j'espère que ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur les condensateurs puis à peut-être démystifier certaines choses. Au moins, vous savez un petit peu c'est quoi, puis vous êtes capable d'appliquer certaines équations pour les caractériser. Donc, ben voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.